Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant podcast numéro 153. Les Giants ont pété le cul des Eagles, on va pouvoir en parler dans ce podcast. Moi c'est Plax, je suis avec Thiergo. Comment vas-tu Thiergo? Voilà, le scatebo en moi est sorti. J'hésite à dire tellement je suis content. Je suis désolé Bertrand parce que je vois que tu as ton casque, j'espère que je t'ai pas défoncé les oreilles. Mais en tout cas, moi ça va super bien. Non, ça va. Comment vas-tu mon cher Bertie? Ah oui, on n'a pas dit comment tu voulais qu'on t'appelle, mais... Alors Bertie Big Blue. On va t'appeler Bertrand, mais Bertie, voilà. Ça me fait rigoler. Bertie Big Blue, c'est surnom qu'on me donnait pour la petite histoire en Angleterre, parce que Bertrand, il y a trop de R, ça roulait les R. Alors, en Écosse, ça aurait été bien, mais les Anglais, ils n'aimaient pas, donc ils ont dit Bertie. Moi, j'ai envie de dire... voilà, puisqu'on est dans la mania scatebo et qu'il est frappadingue complètement du ciboulot, celui-là. Voilà, ça, c'est ce que j'ai envie de faire vis-à-vis des Eagles, c'est fuck them Eagles. Toute la NFL ne parle que de Cam Scatebo depuis le match de jeudi soir. On enregistre ce podcast dimanche matin avant la NFL. D'ailleurs, ce soir, il y a des matchs NFL. J'hésite, moi, à me remettre le replay des 4 heures du match contre les plutôt que de mater les matchs en live. On va parler de tout ça. On va aussi parler, parce que évidemment, si vous avez suivi, vous avez vu qu'il n'y avait pas eu de podcast juste après les Saints. C'était une semaine courte. On s'était dit, allez, ça va être un peu compliqué. On va attendre de faire les 2 matchs en même temps. Et donc, commençons par ça, si ça vous va. On va commencer par cette défaite, puisque on a eu, s'il y avait bien un match qu'on avait coché quand on faisait les prévisions de l'année en se disant, bon, celui-là, quand même, ça devrait être une victoire. C'était le match contre les Saints. Évidemment, nous avons perdu ce match 26-14. On a très vite inscrit 14 points. On menait 14-3, je crois, même à un moment donné, où on marque sur notre premier drive, on marque sur notre deuxième drive, on dit, oh là là, on est chaud, on va être inarrêtable, on va leur rouler dessus. Et on a fait tout ce qu'il fallait pour réussir à leur donner la victoire et à nous plomber complètement. Ça a été une vraie catastrophe. On a perdu des ballons, 3 fumbles. Et après 2 interceptions, je pense qu'on ne peut pas vraiment créditer à Jackson Dart, où il est en 4e, il se force à lancer. Enfin voilà, on n'était clairement plus dans un match normal à ce moment-là. Allez, Thiergo, on va commencer par toi. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ce match où c'était un peu on avait battu les Chargers. Et puis on se dit, allez, c'est bon, là on est sur une bonne lancée avec un nouveau QB, puis finalement ça commence bien et finalement c'est catastrophique. Comment toi tu l'as perçu ce match-là? Ouais, comme tu l'as dit, c'était un match où on s'attendait à une victoire. Alors certes, on n'avait plus Mike Neighbors, mais on avait encore Darius Slayton qui nous a quand même fait un beau fumble et un beau drop. Ouais. Si je ne m'abuse, nous avons 3 turnovers, c'est 3 ou 5 turnovers, je ne sais plus. 3 fumbles et 2 interceptions. Voilà, c'est ça. 3 fumbles, 2 interceptions. On a un fumble de Dart, on a un fumble de Scatebo, on a 2 interceptions de Dart, mais une de ces interceptions, c'est un peu l'équivalent d'un punt parce qu'on est en train d'essayer une 4e et longue et ils récupèrent en fait le ballon dans leur red zone. C'est un match qu'on aurait dû gagner. Et d'ailleurs, les Saints, la dernière fois qu'ils avaient gagné un match, c'était aussi contre les Giants. C'est ce que j'avais pointé dans l'analyse de fin de match. Et moi, c'est un peu le match qui m'a fait passer complètement dans le camp anti-Brian Daboll. Et d'ailleurs, on parlera un peu plus de Brian Daboll à propos du match des Eagles. Mais ouais, c'est une équipe qui n'était pas préparée. On met un Deontay Banks qui, encore une fois, fait des fautes énormes. Il n'y avait rien qui allait. Et sans vouloir trop minimiser le succès des Saints, je ne pense pas qu'ils auraient gagné ce match si on avait été 50% plus propre. Parce que tu fais genre 1 ou 2 fumbles, ça va, tu peux survivre. Mais là, en fait, tu lâches 5 fois le ballon. Ah, mais 5 pertes de balles, mec, c'est pas possible. Tu peux pas gagner un match en perdant 5 fois le ballon. Ça a dû exister, hein, mais ça doit être vraiment très, 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 très rare, en tout cas. Toi, Bertrand, t'en as pensé quoi, toi, de ce match? On était tous un peu dépités après ce match-là et on avait eu cet espoir des Chargers et puis finalement, c'était dur retour à la réalité. Là, en fait, moi, ce que je vois typiquement là chez les Giants, c'est que j'ai l'impression que ça va être une équipe qui va répondre à l'adversité. Entre guillemets, on va sûrement gagner contre des équipes fortes et on va perdre contre des équipes faibles. Moi, je le vois vraiment comme ça. Je pense que là, contre les Saints, on est arrivé et j'étais un peu d'accord avec toi sur le Discord lors du match. On démarrait très, très bien. Voilà, il y avait un 14-3.
Oui. À un moment donné. Et puis, en fait, comme beaucoup de matchs, à un moment donné, tout a basculé sur des turnovers, sur sur l'interception, sur la perte de balle de Scatebo sur son fumble. Et puis, le fil du match a complètement déraillé. Au final, moi, ce que je vois aussi, c'est qu'on va fonctionner à l'énergie sur le reste de la saison. C'est-à-dire, comme on a des joueurs d'énergie entre Dart et Scatebo, comme ils sont à fondant et qu'ils n'hésitent pas à rentrer dans le lard, c'est vraiment on va fonctionner à l'énergie. On risque de gagner des matchs comme ça à l'énergie, mais pas à l'adaptation du coaching. En fait, ce qui ne va pas, c'est que à partir du moment où ça a déraillé, il n'y a eu aucune adaptation du coaching de Brian Daboll ou des autres. Et ça, on en revient au problème principal que l'on a depuis le début de la saison et depuis quelques années. Donc, au final, c'est un peu ça qui ne va pas. Et c'est ça qui nous fait perdre des matchs. Moi, je pense qu'on est capable de gagner encore des matchs sur des grosses équipes. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Après, les Saints en soi, du moment qu'il y a eu cette turnover-là, c'est sur la feuille de stats, c'est ce qui fait la différence. Hein. Quand on regarde le reste, c'est assez équilibré sur les courses, sur les passes, etc. À peu de choses près. Après, 5 turnovers, 0 d'autre côté. Bon, terminé, quoi. La messe est dite, les choses sont pliées. Donc, c'était ça qui était rageant. Mais je partage l'avis de Thiago. À un moment donné, moi, j'ai basculé en disant, et j'ai toujours le même avis, de toute façon, je ne changerai pas. Daboll, ce n'est pas la solution pour la suite, pour le futur de l'équipe et pour retrouver une cohésion, de résultats dans le long terme et pas sur des coups d'un match où on va gagner, où on va tous être contents. Et puis, formidable, on a encore gagné un match, mais on va en perdre 3 autres à la suite parce qu'on ne sera pas coaché correctement. Ouais, c'est vrai qu'on était tous un peu de cet avis-là. J'avais posté sur Twitter un avis en disant si on se fait balayer par les Eagles, est-ce que c'en est trop pour vous? Parce que c'est pas comme s'il était arrivé la saison dernière et qu'il n'avait pas eu le temps de s'adapter ou de nous montrer ce qu'il savait faire. Et c'est vrai que à chaque fois qu'en fait il y a eu des matchs où il y a eu des choses qui ont commencé à mal se passer, on n'a jamais su redresser la barre. Par contre, moi, la différence que je vois, et sur les 3 derniers matchs ça a été le cas, j'ai souvenir de cet enchaînement de podcasts qu'on avait fait avec Thiergo il y a peut-être 2 ans ou 3 ans, mais c'est un peu pareil depuis quelques années en fait. C'est qu'on a toujours couru après le score, tout le temps. À chaque fois, on était mené 14-0, il fallait qu'on essaye de revenir, et puis finalement, tu reviens un peu, mais pas assez, parce que quand tu es vite mené comme ça, 14-0 dans un match ou 14-3, c'est compliqué. Et là, c'est nous qui faisons ça sur les derniers matchs, c'est nous qui menons les matchs. À chaque fois, on a marqué le premier TD. Là, il y a eu 3 matchs d'affilée où on a marqué sur le premier drive du match. C'était pas arrivé depuis, j'avais dit la stat, c'était quand 2011, je crois. Non, 1991. Parce que moi, ce que j'ai vu, où tu marques 3 matchs d'affilée sur le premier drive. Hein. En tout cas, c'est Bob Papa qui a dit que c'était pas arrivé depuis 2011. Ouais, non, mais j'avais noté un truc comme ça parce qu'il y a un comparatif entre Jackson Dart et Patrick Mahomes. Ce sont les seuls QB depuis 1991 à mener leurs équipes à un touchdown sur leur. Alors, ok, c'est là où il y a la différence entre toi et moi, donc on a tous les deux raison. Donc, ce sont en fait les 2 premiers joueurs qui commencent leurs 3 premières titularisations avec un match sur le premier drive, leur premier drive offensif. Et ça n'était pas arrivé depuis 91. Donc, en fait, des quarterbacks qui ont marqué sur chaque drive offensif en début de match, en début de saison, c'est déjà arrivé et c'est peut-être 2011. Ouais. Ok, et donc oui, cette incapacité de s'adapter et faire en sorte que, ok, tu mènes, et puis à un moment donné, il y a des choses qui se passent mal. Alors, le seul truc, c'est que, j'ai envie de dire, à un moment donné, les fumbles, c'est pour le coup pas vraiment de la faute du coach. Un joueur lâche le ballon, t'as beau coacher aussi bien, à un moment donné, si le mec lâche la balle, il lâche la balle et tu peux rien. C'est compliqué. Mais c'est vrai qu'on aurait aimé avoir peut-être un plan de jeu différent, une manière de relancer une équipe. Contre les Saints, on est censé arriver à la mi-temps en menant, et ça n'a pas été le cas à cause de ce fumble. On était censé arriver avec un avantage au score, ce qui aurait pu changer pas mal de choses. C'est contre les Saints aussi où quand on mène 7-0, il y a notre ami Deontay Banks qui décide de faire une défensive pass interférence alors qu'il y a une interception derrière. Le quarterback est poussé au moment où il lance la balle, il envoie une vieille pizza en l'air et elle est interceptée, mais grâce à Deontay Banks, eh bien, elle n'est pas interceptée. Et j'ai regardé, il a joué moins de 10 snaps contre les Eagles, notre ami Deontay Banks. Je crois que pour lui, la messe est dite aussi, à mon avis. On a compris quel allait être son rôle. J'ai lu des trucs intéressants sur Banks, on pourra en parler tout à l'heure, mais je voudrais juste faire un petit commentaire sur quelque chose que vous avez dit tous les deux. C'est en effet l'incapacité de Brian Daboll à s'adapter. Alors, Peyton Manning a un peu cassé le mythe
il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, en disant en fait les ajustements de mi-temps, ça n'existe pas parce qu'en fait, tu n'as pas le temps d'ajuster tout un game plan sur une mi-temps. Donc les équipes, en effet, arrivent sur un match avec un game plan en disant on va plutôt insister sur la course, on va plutôt insister sur la défense de zone, etc. Mais mine de rien, malgré ce que dit Peyton Manning, je pense qu'il y a quand même des petits trucs que tu peux ajuster. Bien Et moi, sûr. ce que je remarque chez Dabble, c'est que sur ce match contre les Saints, ça a très bien démarré Oui. avec une utilisation des tight ends qui était nickel. Ouais. Et puis les Saints, eux, ils se sont adaptés. Ils se sont fait OK, très bien, et ben on va couvrir les tight ends. On va laisser Slayton, Hayat et compagnie. Et en fait, on n'a plus vu les tight ends du reste du match. Et d'ailleurs, en fait, c'était le seul plan offensif de Kafka et Dabble. Je vais passer sur les tight ends. Et dès que tu n'avais plus les tight ends, et ben, OK, on a voulu se reposer sur Slayton, qui, en tant que vétéran, aurait dû mieux jouer. Alors, des joueurs qui se chient complètement sur une rencontre, ça arrive. Et ça, en effet, ce n'est pas forcément de la faute du coach. Mais quand derrière, en fait, tu n'as pas non plus amélioré ton escouade de receveurs, que tu vas avec Hayat qui fait rien du tout, que tu as Wandale Robinson qui essaie de faire des trucs, mais Wandale Robinson, c'est qu'un seul homme, bah, tu dis, bah, en fait, Brian Daboll, il arrive sur un match uniquement avec un plan A. Et on en reparlera pendant le match des Eagles. Le fait qu'il ait paniqué sur le fait que Dart se retrouve dans la tente bleue, c'est parce qu'il disait, mais j'ai pas de plan de secours si Dart n'est pas sur le terrain. Et pour moi, c'est un problème en fait qu'il n'y ait pas de voilà, c'est cette préparation de dire bon, voilà, si notre option A est contrée par l'équipe adverse, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Alors ouais, je pense qu'il faut quand même qu'on sous-estime pas l'impact de 3 fumbles dans un match, hein, parce que c'est pas comme si on n'avançait pas du tout. On n'a pas une attaque qui a été inefficace, on a une attaque qui avançait, qui a fait juste énormément d'erreurs. Et après, c'est pas se forcer sur les interceptions. Mais les 3 fumbles, c'est moi ce que je reprocherais. Alors peut-être que, du coup, avec ce que tu dis, peut-être que le mot adaptation n'est peut-être pas bon. C'est peut-être plutôt être capable de rassembler les troupes. À un moment de dire, OK, bon, on a fait des erreurs. Au bout de 2, maintenant, il faut qu'on se reprenne et on avance. Et en fait, on a juste continué à faire encore plus d'erreurs. Donc ça, c'est peut-être le truc qui vraiment a été problématique. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Bertrand. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ça ou... c'est à savoir répondre avec son effectif à un moment donné à l'adversité, à ce qu'il y a en face, à ce que les autres peuvent faire de différent. Et malheureusement, c'est pas sur cette année-là, c'est sur plusieurs années que Brian Daboll montre ses limites par rapport à ça. Et c'est pour ça que je dis, là, on est heureux parce qu'on en parlera, comme dit Thiago, après par rapport aux Eagles. On est heureux de la tournure des choses et de la manière dont ça se passe. Malheureusement, ce match-là, puisqu'on parle de 2 matchs, celui des Saints montre aussi les limites que l'on a et qui reviendront peut-être sur un match suivant qui va être peut-être plus à notre portée. Imaginons les Raiders, je vais loin, mais je suis sûr qu'on va le faire parce que pour la simple et bonne raison que c'est une équipe plus faible, mais que si ça tourne mal, si ça va pas, on sera moins motivé qu'une adversité qui sera beaucoup plus forte comme les Eagles, un rival de division ou autre. Voilà, donc j'extrapole, mais c'est un peu l'idée que je veux donner, c'est que on n'est pas dans la longueur, on n'est pas sur le long terme au niveau du projet pour le moment, et on a du mal, tant que c'est sur l'énergie, et que ça tourne bien, et que par exemple, j'avance un peu dans l'émission, mais que les Eagles ne soient pas aussi en forme qu'on le pense, bon bah voilà, le match a tourné, on est très heureux, mais j'ai peur sur la longueur, moi. C'est ça qui est dommage. Voilà. Après, on sera heureux, mais prenons des choses positives. Moi, je vais dire qu'une chose positive. On retrouve aussi une ligne offensive qui est un petit peu plus organisée. Je ne vais pas dire qu'elle est magnifique, plus organisée, qui laisse plus de temps. Jackson Dart permet aussi aux défenseurs de respecter son jeu, parce qu'en même temps, il envoie le signal en disant, vous avez vu, je suis mobile, et il nous l'a fait quand même 2 fois, là, sur 2 matchs différents, où il part des gauches-droites, il cadre le joueur, et puis après, il va marquer. Et donc, les mecs, ils disent, putain, on peut pas tous aller dans la boîte comme des malades à foutre une pression d'enfoiré comme sur Russell Wilson, parce que le gars est capable de partir. Donc, bon, les gars, les défenseurs, ils disent, bon, on presse, mais on y va prudemment, quoi. On va pas non plus mettre toutes les forces vives dans le truc. Donc, c'est ça aussi, j'étais content, mais je pense pas non plus, par exemple, que ce soit parce que Andrew Thomas soit revenu et que ce soit un élément qui ait tout changé. Non, je pense que c'est une cohésion. Andrew Thomas, c'est de la pièce supplémentaire qui permet, enfin, d'avoir une ligne offensive relativement complète et qui apporte une certaine sécurité à notre quarterback.
Ouais, la ligne offensive, elle a clairement, elle est quand même d'un autre niveau par rapport à ce qu'on avait vu. Elle est en vraie progression. Ça, je trouve que c'est assez évident. On arrive à courir. On va en parler, mais notamment en fin de match contre les Eagles, ça, c'était assez incroyable de réussir à leur courir comme ça sur le nez, comme on l'a fait. Il y a des moments où Dart, il est tranquille, il a le temps de regarder, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on n'avait jamais vues avec Daniel Jones. On peut dire ce qu'on veut sur Daniel Jones. Il avait 0,5 secondes pour lancer. Sinon, il avait 3 mecs qui lui tombaient sur le nez. Donc ça, c'était quand même compliqué. Donc oui, je suis assez d'accord avec ça. Si ça vous va, on va tout de suite passer sur ce match des Eagles, puisque les Saints, on a à peu près dit tout ce qu'il fallait. Ça se résume à des turnovers, finalement. Mais moi, je continue à penser que on aurait dû gagner ce match, qu'on était meilleur et qu'on avait un plan de jeu qui était bon, et sans ces fumbles, alors oui, c'est facile à dire, sans les fumbles, on aurait gagné. Ouais, bravo Guillaume, super, excellent Plax, quelle analyse. Mais voilà, est-ce que c'est un peu de malchance? Je ne sais pas. Si on avait réussi à redresser un petit peu la barre plus tôt dans le match, on aurait dû gagner. Bref, toujours est-il qu'on perd ce match-là. On se retrouve à 1-4. Et on se déplace chez des Eagles qui sont à 4-1, alors qu'ils viennent de perdre, les Eagles, au moment où on se déplace, enfin, où on les reçoit chez nous plutôt. Ils viennent de perdre, mais voilà, ils sont quand même parmi les équipes évidemment fortes de cette ligue. Et comment on gagne ce match? Alors, vous allez me dire tout de suite ce que vous en pensez. Donc, 34-17, déjà, c'est leur plus grosse défaite depuis pas mal de mois. Ils avaient perdu très peu de matchs par défaut, et les peu qu'ils avaient gagné et perdu, c'était pas des grosses défaites. Tu parlais de l'énergie. Je crois que c'est clairement ce qui s'est passé dans ce match. On a imposé la loi du plus fort et du plus dans les tranchées. On s'est imposé sur le terrain, et Skatebo a été l'image de ça. C'est que quand tu plaques Skatebo, il y a un coût à payer à chaque fois, et en fin de match, là où on récupère la balle et on leur donne 0 chance de revenir, ils savent qu'on va courir parce qu'il reste 3 minutes à jouer, mais on court quand même et on gagne 10 yards sur chaque course. Ça, regarder cette fin de match, elle est incroyable. Jusqu'à ce qu'on mette le pied au sol, ils savent qu'on va courir, on court, mais ils peuvent rien faire. Donc voilà, cette énergie-là, c'était assez fou. Toi, Thiergo, tu l'as regardé en live, Thiergo, ce match-là, ou tu l'as regardé? Je l'ai regardé en live puisque c'était pendant la journée en Australie, et alors, j'ai dû mettre parce que je bossais. Je devrais pas dire ça. Mais au bout d'un moment, j'ai posé l'ordinateur en me disant, bon, ok, on va se concentrer un peu sur ce qui se passe. Mais ce que tu as décrit sur la fin de match, qu'est-ce que c'était kiffant, en fait, de se dire, on a imposé notre jeu à l'adversaire. Et ils savaient ce qui allait leur tomber sur la gueule, et c'était pas grave. On avait les mecs les plus forts. Et ça a commencé dans les tranchées, du côté offensif comme défensif. C'est ce que tu disais, Bertie. C'est la ligne offensive, elle est au top en ce moment. Et en plus, on a perdu à la moitié du match, enfin au troisième quart-temps, on a John Michael Schmitz qui s'est blessé. On a Schlottmann qui arrive, qui franchement s'est pas mal débrouillé. Et Skatebo et Dart ont tous les deux félicité la ligne offensive pour ce gros travail. Parce que si on se concentre sur Skatebo, alors Skatebo, c'est juste dommage qu'il n'arrive pas aux 100 yards. Il lui manquait 2 yards à la course. Il fait 19 courses pour 98 yards, 3 TD. Premier rookie des Giants depuis 1971 à marquer 3 TD en un match. Donc ça, c'est assez impressionnant. 2 réceptions pour 12 yards. Il défonce tous les Eagles. À un moment, il a soulevé Zach Bone, qui est quand même un sacré linebacker. Qui est All-Pro. Zach Bone, il est All-Pro quand même, le mec. Et d'ailleurs, il s'est pris une taunting penalty. Et je pense qu'en fait, les arbitres ont commencé à avoir un peu pitié des Eagles. Juste pour avoir dit first down. Pour avoir dit first down. Ouais, mais c'est ridicule. Parce il le regarde et il dit quelque chose. Et je ne savais pas que c'était first down, donc tu me l'apprends. Ouais, tu vois, ça montre encore à quel point. Mais surtout, en fait, ce qu'on remarque, c'est que juste avant, le DB qui plaque Skatebo lui met un coup de casque. Alors, sur ce match, les arbitres, les coups de casque, ils ne les voyaient pas parce que nous aussi, on a eu des coups de casque de la part de nos joueurs qui n'ont pas été flagués. Et je pense que Skatebo, ça m'étonne parce qu'il commençait déjà à mettre des coups de casque contre les Chiefs. Et moi, je me suis dit, attention, Skatebo, il va se prendre une amende. Et je pense que maintenant, les équipes vont commencer à dire aux arbitres, faites attention, au 44, ils foncent avec le casque. Et ça, c'est interdit par les règles. Donc, à un moment, les flags vont tomber, mais l'aspect psychologique que ça sur une défense, le gars, il est tout petit, mais il soulève des montagnes.
Et j'ai vu un tweet hier qui décrit complètement Skatebo. Skatebo, c'est Ahmad Bradshaw, Brandon Jacobs et Jeremy Shockey en une seule personne. Et c'est exactement ça. Et je vais te passer la parole, Bertie, parce que je pourrais parler des heures de ce match, mais si on se concentre sur Skatebo, je pense que c'est clairement le meilleur match qu'il nous a montré jusqu'à présent. Ouais, Bertrand, ton avis toi sur ça, est-ce que ça a été vraiment le catalyseur de tout ce qu'on a été capable de faire dans ce match, Skatebo? Bon, évidemment, il n'y a pas eu que ça, la défense a aussi fait le boulot. Comment tu étais parmi ceux qui étaient debout la nuit pour le regarder ou tu l'as regardé en replay le lendemain? Alors non, pour donner le contexte global, je l'ai regardé le lendemain en me levant assez tôt, etc., les 40 minutes. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est tellement mal avec notre équipe depuis tellement longtemps et on a tellement d'ondes négatives, on parle de tout ça négativement, que quand j'ai démarré, et même si j'étais arrivé jusqu'au 4e quart-temps, à chaque fois, je me disais, qu'est-ce qui va arriver, qui va nous planter? Et même dans les 2 dernières minutes, je me suis pas ambiancé. Bon, en plus, il fallait que je sois calme et tout, des gens dormaient, voilà, je peux pas donner tout le contexte. Mais globalement, j'ai pas pu m'ambiancer. Donc en fait, je l'ai même pas vécu bien parce que j'étais toujours là à me dire qu'est-ce qui va arriver, qui va planter notre résultat, quoi. Et je vous dis, même aux 2 dernières minutes, pourtant, il y avait 34-17, quoi. Je veux dire, il n'y avait plus que le genou à poser et puis c'était recta. Donc voilà, déjà là, ça c'est ce premier élément. Ensuite, quand on a gagné, je me rends compte qu'on a gagné, donc je suis content, mais j'ai pas exulté, sur ça, on est d'accord. Et puis au niveau du match, oui, c'est que ça monte progressivement dans l'énergie et dans le fait que Dart et Skatebo, qui sont nos 2 rookies, amènent cet élément de jeunesse, d'énergie, et on fonctionne pour le moment que là-dessus. On va pas se mentir, hein. On fonctionne que sur cet élément-là, et c'est le fait qu'il nous fait avancer. Maintenant, c'est vrai que je leur donne, surtout à Skatebo, une carrière, j'espère, longue, mais alors, vu la façon dont ils rentrent dans les joueurs avec la tête en avant, le casque, à chaque fois, c'est des coups de casse dans tous les sens. Enfin, chaque jeu, c'est ça, hein, pratiquement. C'est une arme. Alors, c'est génial, parce qu'il punit les défenseurs. D'ailleurs, il y a une célèbre émission américaine, je me souviens plus qui, mais enfin, le gars disait, en fait, son but, c'est d'humilier le défenseur. Donc, à un moment donné, on voit une image, je crois que c'est contre les Saints, il rentre dedans, il fait exprès de tomber dessus, après, le gars, il le relève, l'autre s'énerve, il fait un petit flopping du style, il m'a poussé. Enfin, voilà, il est complètement frappadingue, quoi. C'est le Dennis Rodman du foot américain, en fait. Hein. C'était beau. C'est vraiment ça. Hein. Moi, j'ai connu ça dans les années 90. Voilà, Rodman était exactement pareil, complètement fou au final. Hein. Mais il rentrait dans la tête des joueurs et il faisait perdre le fil du match aux joueurs. Enfin bon, à part. Il faut en profiter de ce Skatebo. Hein. Ouais, c'est ça, parce qu'il va te faire un jour pas problème cervical ou un truc comme ça, parce que il peut pas faire toute une carrière de 10 ans en jouant de cette manière-là tout le temps. Alors tant que ça dure pour nous on sera content, parce que c'est comme tu as dit, c'est l'Energizer, c'est celui qui va te faire mettre un first down et qui va te prendre 10 yards à chaque fois. Comme tu l'as dit, on l'a vu à la fin du match. Voilà, ça c'est ça. Bon, après, moi j'en reviens quand même sur le fait que les Eagles, ils avaient joué dimanche, on était jeudi. Vous allez dire nous aussi, hein, attention. Oui. J'ai pas le contraire. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, donc il y a cette semaine courte, ils avaient perdu, donc ils avaient un peu la tête dans le seau. Ils ont des problèmes entre Devonta Smith et Edgy Brown sur des ballons qui ne leur arrivent pas. Ils sont toujours en train de remettre en cause le plan de jeu de Nick Sirianni là-dessus. Donc c'est vrai que l'ambiance n'était pas au top, quoi. Mais ça n'enlève rien à notre victoire. Ils avaient qu'à arriver, l'esprit conquérant, combattant, en disant on va leur remettre une pétée. Bon, maintenant c'est pas ce qui est arrivé. Et ce qui m'a encore plus fait plaisir au final, je pense que ça là-dessus vous l'avez tous relevé, et c'est ça qui a aussi motivé notre équipe, c'est qu'il y a eu cette histoire de Saquon Barkley qui avait sorti un documentaire, entre guillemets, parlant justement du fait du trade qu'il n'a pas pu avoir, qu'il avait négocié. Tout ça avait été monté du fait que voilà, il revenait au MetLife et qu'au final, il allait revenir avec une motivation et nous claquer encore plus de 200 yards sur ce match-là. Au final, tout ça a fait pchit. Et je suis sûr et certain qu'un temps soit peu, il y a eu tout ça derrière ce match-là. Voilà, donc au final, pas pu exulter, mais très content du fait qu'on ait gagné ce match. Et même si c'est que sur un coup et que le reste de la saison soit peut-être compliqué, au final, ça fait extrêmement plaisir. Voilà, ça, c'est sûr. Ça fait du bien, ça c'est sûr. Saquon Barkley finit avec 12 courses, 58 yards. C'est clairement pas la manière dont il voulait fêter ça. Sur la saison, de toute façon, il a pas du tout les courses explosives qu'il pouvait avoir l'an dernier. L'an dernier, c'était du plus de 20 yards 3 fois par match. Enfin, c'était incroyable. Et quand il était venu au MetLife, il était quasiment à 200 yards. Enfin, il avait vraiment tout écrasé. Et là, on a eu une défense qui a vraiment, à part les 2 premières courses, alors là, début du match, ça commençait déjà il fait 20 yards, sa course la plus longue de la saison, et après encore 12 yards, tu dis, oh putain, ça va être long la soirée. Là, j'ai peur. Ouais, là, j'ai eu peur.
Bah là, c'est pour ça que j'ai pas pu finalement, m'ambiancer, la parce que défense, ça a commencé comme ça. J'ai dit, putain, ça y est, on repart dans le même délire, on va se faire manger dessus par Saquon. mais dis-toi qu'il fait les 2 tiers de ce yard dans le match sur ses 2 premières courses, hein. Derrière, Voilà. ça s'est complètement Et éteint. puis On après, l'a c'était fini. Ouais. Après, c'était fini, on l'a plus entendu et il a été plaqué beaucoup de fois derrière sa ligne, donc ce qu'il pouvait vivre chez nous, alors que sa O-line est quand même une O-line très bonne, mais notre défense a vraiment fait le boulot et on en reparlera parce que Bowen on a beaucoup critiqué et là on a fait quand même un super match. Bon, c'est vraiment ce qu'il faudra retenir de ce podcast, c'est ce côté, cette énergie des deux rookies. Jackson Dart, Cam Skatebo, tu parlais de Skatebo qui effectivement, tu vois qu'il a envie de mettre des contacts à chaque fois. Quand il marque le TD, qu'il y a Black and Chip, je ne sais pas si c'est un corner ou un safety chez les Eagles, qui essaye de faire quelque chose, bah, et tu vois bien qu'il se décale un peu pour aller lui mettre un coup au passage et il se retourne en mode tiens, t'as voulu m'arrêter mon vieux, mais t'as rien fait du tout. Donc clairement, c'est ça. Moi, ça m'inquiète un tout petit peu plus sur Jackson Dart. Alors Jackson Dart, il est incroyable depuis ces 3 matchs qu'il a fait, même s'il se fait intercepter 2 fois au match d'avant. Son calme, son énergie, c'est du jamais vu pour un rookie. J'ai l'impression que je me répète, hein, mais je l'avais dit à chaque fois ça, et on s'était dit beaucoup à la préparation de la saison, l'énergie qu'ils peuvent amener, peuvent te changer une équipe, et c'est exactement ce qui s'est passé sur ces matchs-là. Ça s'était passé au premier match contre les Chargers, ça a failli se passer sur les Saints, et ça s'est complètement concrétisé là contre les Eagles. Je suis juste un tout petit peu inquiet de Jackson Dart. Je ne sais pas si vous avez vu l'action où il l'avait dit de toute façon. Il a dit moi, je mettrai un genou au sol quand c'est pas important. En première tentative, pas de souci. Si j'ai le first down, pas de souci. Mais si je vois le poteau de down et que je peux aller mettre un first down, comptez pas sur moi pour mettre un genou au sol. Alors, il y a une action. Le gars, il se lance tout seul. Il y va. Tu as l'impression de voir un dessin animé. Il prend la balle, il fait comme ça, il y va la tête la première. Il est complètement fou, le mec. Et il met le first down, bravo. Mais s'il y a un moment, il y a un mec qui arrive et qui lui met un choc sur le casque à ce moment-là, d'ailleurs, il a été encore une fois dans la tente. Il y a un coup de casque. À chaque match, il finit dans la tente, de toute façon, parce qu'à chaque match, il a une suspicion de commotion. Donc voilà, bon là, ça a été rapide et il est revenu au drive d'après. Mais malgré tout, bon, tu as envie qu'il se protège un petit peu plus. Et il va falloir choisir vraiment bien les moments où il faut plonger et se suicider en allant la tête la première, et les moments où il faut mettre le genou au sol. Je crois que pour l'instant, c'est pas encore ça. Mais ces deux rookies-là, ils ont porté notre attaque et c'est incroyable l'énergie qu'ils amènent. Sur Jackson Dart, en effet, quand tu dis, il l'avait déjà dit et il l'a répété en conférence de presse, si c'est le third down, je fonce. En fait, je pense que c'est un peu la mauvaise approche parce que une troisième tentative en début de match quand tu es à 0-0 n'est pas aussi importante qu'une troisième tentative en fin de match quand tu dois remonter au score. Bien sûr. Et je crois qu'il doit vraiment apprendre à prendre soin de son corps et de sa tête. Parce que voilà, on voit ce que les commotions font à des joueurs comme tu as. D'ailleurs, tu as une drôle de théorie que le fait de manger beaucoup plus de carbs retient de l'eau et donc en fait protège son cerveau. Il a dit ça en conférence de presse. Ok. Très bien. Mais les Américains et la santé, avec leurs histoires sur les vaccins, ils sont moyens hein, quand même. Hein. Exactement. Je crois qu'on attendra avant de valider leur théorie pourrie. Je pense que Dart, en ce moment, il se sent un peu invincible, et il va falloir... et à un moment, il va se prendre une blessure où il va être absent, genre 3-4 matchs, au pire une saison, j'espère pas. Et là, il va devoir se dire, mais en fait, faut que je fasse gaffe, parce que ton quarterback, il n'a de la valeur que s'il est sur le terrain. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure à propos de Brian Daboll. Brian Daboll était en panique totale quand il n'avait plus Dart, parce que d'ailleurs, il met Russell Wilson. Russell Wilson envoie une passe par terre, se fait huer. D'ailleurs, je me demande qu'est-ce qu'on fait encore à avoir Russell Wilson en QB2 alors qu'il est incapable de faire quoi que ce soit. Pareil, il se démerdait pas bien contre les Saints quand Dart a dû... mais alors là, moi je suis d'accord avec toi, il faut passer Jameis Winston en QB2 et arrêter avec Russell Wilson. Tout à fait. Mais pour Dart, son match, en fait, n'a rien d'exceptionnel quand tu regardes les stats. Il a quand même un très bon TD à la course. Sa passe sur Wan'Dale Robinson est absolument magnifique parce qu'en fait, il va à gauche et puis en fait, il part à droite, il court, il passe à Wan'Dale Robinson qui se défait du plaqueur et qui marque un TD de 35 yards. Mais je voudrais juste qu'on s'arrête. Il fait quand même 17 sur 25, hein, Thiergo, c'est pas mal. Non, c'est très propre. 17 sur 25, il fait 195 yards. 195 yards. Bon. Mais c'est pas grave. On ne lui demande pas forcément de faire. Il n'a pas forcément besoin de faire 350 yards pour que ce soit un bon match. Je voudrais juste qu'on s'arrête un petit moment sur cet intervalle où il a été dans la tente bleue, où lui, il n'avait pas du tout l'air inquiet, il a couru gentiment. Et Brian Daboll,
qui rentre dans la tente, alors que Brian Daboll, je suis sûr qu'il sait qu'il n'a pas le droit de rentrer dans la tente. Bien sûr, évidemment. Et malgré tout ce qu'il a dit en conférence de presse, il dit non, je voulais juste savoir comment est-ce que ça allait. Et pour moi, peu importe si ça prend 15 minutes ou 1 heure ou 2 minutes, je voulais juste savoir combien de temps ça prend. Non, en fait, mec, tu étais dans la tente, tu étais en train de foutre la pression sur le médecin. Et très franchement, j'espère qu'il va se prendre une amende. Parce que on peut pas, la NFL ne peut pas se permettre d'avoir ce genre de comportement. Et ils ont déjà perdu énormément d'argent à cause de l'absence de protocole convention pendant des décennies. Mais ce comportement de Daboll, pour moi, n'est pas digne d'un head coach qui prépare bien son équipe et qui sait que si son quarterback numéro 1 n'est plus là, il peut se reposer sur son quarterback. Alors, il faut aussi remettre les choses dans le contexte. Il joue son job, Daboll. Je comprends qu'il ait la pression en ce moment et qu'il fasse des choses peut-être un tout petit peu insensées à ce moment-là parce que c'est un moment important dans le match où il ne faut pas que la situation se retourne. Bon, voilà, et ça excuse en rien ce qu'il a fait. Il va sûrement se prendre une amende. C'est la faute à qui s'il joue son rôle aujourd'hui? Non, mais bien sûr. Mais je comprends qu'il soit sous pression aussi. Bertrand, toi, ton avis sur Jackson Dart, sur ce match, est-ce que moi, j'ai senti en confiance et en maîtrise de tout ce qu'il fait. Et pour un mec qui joue son 3e match de sa carrière en NFL, je trouve ça complètement fou. Est-ce que toi, tu es de cet avis-là aussi sur Jackson Dart? Oui. Non, là, je partage même beaucoup d'autres posts qui sont faits des médias américains, disant qu'effectivement, on est sur un joueur vraiment qui peut être un franchise quarterback, peu importe d'ailleurs le coach. J'ai laissé un message sur notre Discord interne en disant que voilà, Daboll a besoin de lui pour le faire grandir en tant que rookie NFL player. Il a besoin de lui, mais si Daboll s'en va, je pense qu'un coach qui sait manager un quarterback sera utiliser Jackson Dart, il aura les mêmes résultats. Donc, ils ne sont pas liés à vie tous les deux. Il faut être clair à un moment donné. Après, Jackson Dart, oui, il faut qu'il y ait un running back, et je suis désolé de dire ça pour Scatebo, malheureusement, c'est interchangeable, tu peux en retrouver un. Alors, peut-être pas aussi frappadingue que lui, mais un bon running back qui va faire les yards, et si tu le perds sur des commotions ou autre, une grave blessure, tu seras un quarterback, franchise quarterback, on le sait bien. C'est compliqué, on peut demander aux 32 franchises de la Ligue, ils ont tous des problèmes pour pouvoir avoir un joueur qui tient la route à ce poste-là. Donc, il faut qu'il se protège. Oui, aller 2 casques en avant, c'est bien, sachant que c'est un habitué aussi de ce genre de jeu. En université, a priori, il n'hésitait pas non plus à se prendre des coups au niveau du casque. John Gruden, il y a un célèbre post aussi où on le voit qui lui dit quand même, même John Gruden qui a frappadingue aussi. Faut pas... Je veux dire, c'est pas la chips la plus croustillante du paquet, John Gruden, qu'on soit bien d'accord. Lui dit, mon grand, quand même que tu te protèges, t'es bien gentil de vouloir mettre d'y aller la tête en avant, mais regarde dans quel état tu vas finir. Voilà, ça se confirme bien. Donc oui, c'est tout un ensemble. On a une pépite dans la main. On a un joueur qui est mobile, on a un joueur qui est précis dans les lancers, on a un joueur qui, même s'il n'est pas bien protégé, ça arrive à s'en sortir. S'il est bien protégé, on a mieux, on a encore mieux. On repart toujours de moi, ma base que je donne dans les émissions que je fais pour l'autre média pour lequel je bosse, c'est une ligne offensive. Tu as la base avec une ligne offensive, tu auras ton quarterback qui fera quelque chose, tu auras tes receveurs qui auront le temps de recevoir le ballon, et tu peux installer ton jeu de course. Donc pour moi, c'est la base de la ligne offensive. Aujourd'hui, elle est moyenne, et on a un quarterback qui sait se démerder. Donc au final, on peut avoir des bons résultats. Il suffit de retrouver une certaine cohésion, une certaine certitude dans le coaching, mais plus avec Daboll. Alors, les gens vont me dire, oui, mais qu'est-ce que tu vas mettre à la place, nanani, nanana. Oui, moi, je veux bien que c'est pas facile de trouver. Il y a des franchises qui cherchent toujours leur bon équilibre. Mais c'est un équilibre. C'est 53 bonhommes. C'est difficile de trouver un équilibre dans tout ça. Mais si tu n'as pas les bonnes personnes à la tête pensante qui gèrent tout ça, tu n'auras pas les résultats. Je répète, moi, sur le long terme, je suis content qu'on ait gagné contre les Eagles, mais ça ne m'intéresse pas d'avoir des one-shots tout au long de chaque saison. Et puis de finir à la victoire. Moi, ce que je veux, c'est un projet sur le long terme. Ras le pompon de faire toujours ça, le yo-yo, et le prochain match qu'on repart parce qu'on ne saura pas s'adapter. Donc, alors, attention. Je là-dessus, mais... Ouais, mais ne lis pas trop dans l'avenir parce que la saison, on a fait que 6 matchs dans cette saison. C'était une question que je voulais vous poser. Est-ce que, à votre avis, ça peut être un tournant dans la saison où l'équipe se rend compte de ses... Enfin, eux, ils le savent qu'ils ont des capacités. Ils n'en doutent pas trop. C'est des professionnels. J'espère qu'ils y croient, en tout cas. Dans quelle mesure, à votre avis, est-ce que ça peut être un déclencheur pour que maintenant, on soit une équipe un peu plus prise au sérieux et que nous, on fasse des matchs meilleurs et qu'on gagne plus de matchs et que ce ne soit pas yo-yo et qu'on ne finisse pas la saison à 3 ou 4 victoires, mais qu'on arrive quasiment à l'équilibre et là, on va jouer les Broncos.
oui, ils sont forts, mais est-ce que ça paraît infaisable? Non, je pense pas. À chaque fois qu'on s'est dit, tiens, le match est jouable, finalement, on l'a perdu. Quand on s'est dit, c'est impossible, on l'a gagné. Donc, je sais pas. Bertrand, je te redonne la parole très vite fait, puis tu me diras, Thiergo aussi. Est-ce que toi, ça peut être, tu penses, un match référence qui fait que, justement, on fait plus le yo-yo, mais qu'on arrive à avoir une certaine stabilité et qu'on redevienne une équipe sérieuse? Tu penses que c'est possible ou pas? Oui, c'est possible. C'est possible parce qu'il y a des franchises qui ont réussi quand même à gagner des matchs, même sans avoir un coaching formidable. Je me répète, c'est sur le long terme. Alors, nous n'allons pas voir trop loin, tu as raison. Il faut être positif parce qu'on est tous trop négatifs en fait pour le moment. On a tellement vécu des années compliquées qu'on est tous trop négatifs. Donc, effectivement, si l'équipe est plus forte des Broncos, ils ont une défense absolument, c'est la plus forte de la ligue, je crois en termes de statistiques, ou à peu près, quoi. De toute façon, c'est pas loin avec les Browns. C'est sûr que ça va être un match compliqué, mais on n'est jamais aussi fort que quand on est motivé de jouer un gros adversaire. En tout cas, les mecs que l'on a, Skatebo et Dart, et ils emmènent tout le groupe avec, faut pas se mentir. En fait, au final, ils arrivent à les motiver pour pouvoir gagner. Si on gagne contre eux, il y a un retour face aux Eagles, a priori. Et qu'on reste toujours motivé, même si je me doute bien que au Lincoln Financial Field à Philadelphie, ça va pas être la même mayonnaise et je pense qu'ils seront un petit peu plus, ils vont être remontés comme des bretelles. Enfin, on va remonter les bretelles du côté de Philadelphie. Voilà. Mais admettons que tout se goupille bien comme ça, oui, ça peut être un élément, c'est un élément moteur. Mais je répète, le mal est beaucoup trop profond. On en a parlé des milliers de fois entre nous dans le Discord des Giants. Le mal est profond dans les plus hautes sphères de la franchise. Et il faudrait déjà changer cette culture. Culture de la gagne. Ce que les insiders sont en train de dire, c'est que l'ambiance actuellement dans les murs des Giants, au centre d'entraînement, dans les vestiaires, c'est pas du tout celle qu'il y avait la saison dernière. Et Jackson Dart et Cam Stratebo, ils n'étaient pas là quand ça se passait mal. Et ils en ont rien à foutre que ça se passait mal avant. Ils sont là pour gagner et dans leur tête, c'est ce qui va se passer. Toi, Thiergo, ton avis sur une potentielle... le fait que ces deux joueurs et cette victoire en particulier puissent nous changer la franchise, ou tu vas dans ce sens-là ou pas du tout? Pas cette saison. C'est-à-dire que je ne vois pas, c'est pas parce qu'on a battu les tenants du titre qu'on va soudainement aller en play-off. Et je pense bien que ce n'était pas le sens de ta question. Mais pour moi, on manque encore trop de régularité parce qu'on a été capable de faire des matchs absolument merdiques. Alors certes, ce n'était pas avec Dart en QB. Et puis on a fait des matchs aussi assez excellents. Mais on a vu ce manque de régularité entre Chargers, Saints et maintenant les Eagles. Et puis on a encore pas mal de faiblesses dans notre effectif. Si je pense au top 3, c'est il faut améliorer notre secondary. Dès qu'on n'a plus Malik Neighbors, nos receveurs ne valent rien. Et puis l'intérieur de la ligne est à améliorer. Voilà. J'ai rien que ça. Donc je pense qu'on tient, j'ai envie de voir plus de la part de Jackson Dart avant de dire qu'on tient vraiment notre franchise QB, mais moi qui étais assez sceptique de cette idée de faire un trade-up pour récupérer Jackson Dart qui aura probablement été disponible au second tour, je commence en fait à revenir sur cet avis en disant, bon, ok, je l'avais dit d'ailleurs au lendemain de la draft, j'avais dit, de toute façon, Jackson Dart, s'il nous remporte un Super Bowl, on s'en foutra de savoir combien est-ce que ça va se coûter de trade-up pour l'avoir. On a deux gars qui sont excellents, qui sont en effet un catalyseur pour redonner de l'énergie à l'équipe, et c'est très bien. C'est bien justement que les insiders nous disent en fait il y a une ambiance différente dans cette équipe, parce que je pense que l'année dernière tout le monde était un peu là d'être tout le temps à vivre la même chose chaque semaine. Où, en fait, et le QB jouait beaucoup. Le fait que ce soit encore Daniel Jones qui était à la baguette, ça a joué beaucoup dans le mental de tout le monde. Ça a joué dans le mental de tout le monde, mais en même temps, quand Daniel Jones s'est fait rétrograder, QB3 et est parti, tout le monde s'est énervé qu'on fait, on s'acharne sur le QB. Ouais. Les joueurs se sont dit « Ah, c'était pas Daniel Jones le problème, etc. » Donc, en fait, on a la première pièce qui est notre quarterback. Comme tu dis, Bertie, le running back, ça se remplace assez facilement. Je pense qu'il faut profiter de Cam Skatebo pour les 3-4 prochaine saison, parce que je ne pense pas qu'il sera capable de faire beaucoup plus dans sa saison, dans sa carrière NFL. En tout cas, je lui souhaite de me faire mentir. Mais à ce rythme-là, ça va être un peu difficile. Et puis, on a d'excellents joueurs dans cette équipe. Tu regardes Dexter Lawrence, tu regardes Mike Neighbors, Andrew Thomas, Brian Burns.
Oui, alors c'est pour ça, tu viens de dire on a la première pièce. C'est vachement négatif, on a plus de pièces que ça quand même dans l'effectif. C'est ce que tu es en train de dire là, on a quand même pas mal de pièces déjà en place. Oui, mais en fait, on a la première pièce du succès. Parce que on l'a vu pendant des années, avoir le meilleur defensive tackle de la ligue, ça ne change rien. Un seul joueur tout seul, et ils sont 11 sur le terrain. Mais on avait Saquon Barkley, ça ne changeait rien. On avait Andrew Thomas, ça ne changeait rien. C'est que, mine de rien, et je suis encore d'accord avec toi, Bertrand, ça commence par ta ligne offensive. Bien sûr. Mais si tu as une très très bonne ligne offensive, mais que tu as un peintre derrière qui t'envoie que des pizzas, tu n'iras pas au Super Bowl. Ouais, il faut continuer comme ça, mais je suis aussi très critique des sélections de Joe Shane. Et d'ailleurs, petit aparté sur Joe Shane, ce que je disais quand on parlait de Deontay Banks, où on se dit mais c'est hallucinant que Deontay Banks soit encore titulaire, etc. Et puis ça y est, il a plus l'air d'être titulaire. Il y a des rumeurs qui disent que en fait Shane Bowen, quand on lui a posé la question, est-ce que c'était ta décision, enfin est-ce que c'était votre décision de mettre Deontay Banks, il a été évasif, etc. Et donc en fait les insiders disent que c'est Joe Shane qui a insisté pour que Deontay Banks se trouve, garde son poste de titulaire, parce que Deontay Banks c'est un pic de Joe Shane. N'essayons pas de créer du drame. Putain, les mecs, on bat les Eagles 34-17 et vous essayez d'inventer des dramas. Là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, vous êtes super négatif. Non, mais en fait, je pense qu'il y a. Maintenant, les podcasts, si on travaille que l'énergie. Non, mais si on travaille que l'énergie, c'est pas une solution pour le succès. En NFL et en foot américain essentiellement, je crois que c'est quand même une bonne part de. Quand tu arrives sur le terrain comme ça, en mode on va jouer, voilà, là tu deviens les Eagles comme sur ce match-là, on les a écrasés. Quand tu arrives et tu as des joueurs pas ouf, mais attends mec, juste pour info, alors tiens, et je pense qu'on va finir sur la défense parce que la défense a quand même été assez impressionnante. On n'en a pas parlé, c'est vrai que c'est important. Alors, parlons de la défense, juste. On a des mecs qui ont fait des plaquages, mon gars. Je vais te dire les noms. Si vous êtes capable de me dire quel poste il joue. Neville Hewitt. Est-ce que quelqu'un connaît Neville Hewitt? Personne ne sait qui c'est. Quelqu'un connaît. Attends, j'ai vu qui d'autre? Alors, Zaire Barnes, numéro 46, je ne sais pas qui c'est non plus. Art Green, bon, lui, on l'avait vu un petit peu. Il y a des noms, mec. Neville Hewitt, j'ai aucune idée de qui est ce type. Comment le mec est arrivé là? En tout cas, il a joué dans la défense et il a fait 2 plaquages. Bon. Bah écoute, tant mieux. Et juste aussi, avant qu'on parle de la défense, tu parlais de trous dans l'effectif. Bon, toutes les équipes ont des trous dans l'effectif. Ça n'existe pas des effectifs qui sont parfaits. D'ailleurs, les Eagles, on l'a vu sur leur secondary. Je ne sais pas comment il s'appelle, leur corner, mais qui s'est fait bouffer tout le match. Voilà. Numéro 7. Il est censé être fort, lui, parce qu'il s'est fait pilonner. Non, il s'est fait surtout martyriser par Lil Jordan Humphrey qui sort du practice squad. Alors ça, c'est encore un autre problème. Pour moi, jamais Beau Collins est censé être dans le roster et c'est plutôt Lil Jordan Humphrey qui aurait dû être dans le roster et on l'a bien vu sur ce match. Beau Collins, la deuxième interception contre les Saints, c'est en partie de sa faute parce qu'il ne sait toujours pas quel tracé il doit courir. Donc je ne sais pas ce qu'il fout là. Mais bon, Lil Jordan Humphrey, en tout cas, sur ce match, il fait 4 réceptions 55 yards alors qu'il sort du practice squad. Ça veut dire qu'on a quand même un petit peu de profondeur au poste. Bref, sur cette défense, bon, on a quand même limité les Eagles à 17 points. Et 17 points en première mi-temps. En deuxième mi-temps, ils étaient rincés, les mecs. Ils n'ont plus rien fait. On a fait une interception de Cordell Flott, qui est peut-être le meilleur cornerback de notre équipe à l'heure actuelle. Tu as complètement raison, Thiergo. Banks n'a quasiment pas joué. Donc, on l'a limité à vraiment au strict nécessaire. Et je pense qu'on a compris que c'était un problème. Et à chaque fois qu'il a joué, ça a été un problème tout le temps. Avec les fautes ou quoi que ce soit, à chaque fois qu'il est sur le terrain, il le vise et il fait une faute de toute façon. Donc, voilà. Mais cette défense a quand même été impressionnante. On n'a pas su mettre tant de pression que ça tout le temps sur le QB. Par contre, on a encore eu 2 sacs de Brian Burns. Il y a Kevin Thibodeau. Total sur 6 matchs. Il en est à 7 sur 6 matchs. Il est numéro 1 NFL pour l'instant avant que cette journée se joue. Kevin Thibodeau, pour moi, il est incroyable depuis le début de saison. Il a vraiment monté de niveau et contre la course, il est complètement fou. On a Abdul Carter, c'est pareil, encore une action où tu as Malaita qui arrive lancé et juste, c'est un mur en fait, Abdul Carter. Il ne bouge pas et derrière, quand le décrochement, tu as un mur, et le running back, il ne peut pas aller plus loin qu'un mur en fait. Donc voilà, ces 3-là sont vraiment la pierre angulaire de tout ce qu'on peut faire et la secondary a quand même été correcte. Qu'est-ce que toi tu retiens, Bertrand? Parce que c'est vrai qu'on a été très critique de Shane Bowen beaucoup, mais sur ce match-là, moi je trouve qu'on a fait un super match en défense.
Oui, en fait, c'est un super match en défense avec une équipe des Eagles qui allait en attaque de toute façon. Donc, au final, ça a été un moment qui a permis à la défense de se montrer beaucoup plus. Et puis, petit à petit, les matchs avançant, les connexions se faisant de plus en plus entre Abdul Kader, Dexter Lawrence, Kevin Thibodeau, Brian Burns. Au fil Plus la saison avance, plus tu travailles tes reps défensifs et à un moment donné, tu fais entre guillemets, des automatismes qui viennent naturellement. Donc, je pense que ça ira de mieux en mieux. Les talents de nos joueurs vont masquer l'incompétence de Shane Bowen, d'une certaine façon. Enfin, on va prendre le pli de dire Deontay Banks, c'est le couteau le plus aiguisé du tiroir, si je continue les comparaisons. Les métaphores. Les métaphores aussi. Mais au final, moi, quand il a été drafté, j'ai vu comment il parlait. Je sais pas, il y a des mecs sur leur visage, tu vois que ça va pas coller. Et d'office, quand il a été choisi en premier tour de draft, j'ai dit, ce mec-là, ça va pas aller. Je sais pas, ça va pas aller. C'était un peu comme, je sais plus, un autre corner qu'on avait, qui a eu des problèmes judiciaires. Mince, comment il s'appelait? Baker. Ouais. DeAndre Baker. Voilà, de ces mecs-là, je sais pas, tu vois ces portes sur leur visage, et tu vois que de toute façon, il a un visage complètement, je sais pas, qui va se planter. Ouais, il a l'air un peu teubé, c'est vrai. Mais bon, tu peux être quand même un bon joueur. Et surtout, je pense qu'il avait été choisi pour un système particulier, pour un coach particulier, et que ça colle pas trop finalement avec. Non, mais, au final, quand tu enlèves tout ça, tu as quand même Tyler Nubin, tu as Drew Phillips qui commence à justement à avoir des stats qui confirme. Voilà, qui sont dans le PFF et qu'on voit et qu'on dit voilà, c'est un excellent corner aussi. Holland qui est là et qui fait le taf. Paulson Adebo qui a aussi qui va de mieux en mieux. Je me suis dit, si en plus on avait McFadden qui était là, passera encore un step supérieur. Donc tout ça fait plaisir. Et puis d'un ensemble, on se rend compte que le maillot bleu, en fait, il fait plus parler maintenant dans les médias pour des bonnes choses que risible comme on a pu être à un moment donné, et même en défense. Et ça commence à faire du bien. Donc l'énergie du groupe fait que ça peut masquer les faiblesses de coaching. Et ça, même en défense. Et ça, c'est plutôt cool. Ça fait vraiment plaisir. Thiago, tu es d'accord avec ça? Il y a quand même quelque chose à mettre au crédit de Shane Bowen. Attends, stop. Chut, tout le monde s'arrête. Allez, qu'est-ce que tu vas dire? Shane Bowen a adapté son plan de jeu. Et c'est Brian Burns et Dexter Lawrence qui l'ont dit en conférence de presse après le match, au reporter. On dit, en fait, on a eu beaucoup de discussions avec lui, on lui a mis la pression, etc. Et moi, ça m'a un peu rappelé 2011 avec Perry Fewell, qui avait aussi une défense qui était très très molle, etc. Et Antrell Roll et d'autres joueurs avaient foutu une pression de malade sur Perry Fewell pour qu'il soit un peu plus agressif. Et c'est ce qui a permis d'avoir le Super Bowl run. Donc là, ça arrive plus tôt dans la saison. Je ne dis pas qu'on va au Super Bowl pour autant. Mais ce que je mets au crédit de Shane Bowen, c'est d'avoir écouté ses joueurs. Et on rappelle, on revient rapidement sur ce que Spencer Rattler avait dit avant. Spencer Rattler, le QB des Saints, il avait dit avant la rencontre des Saints, il a dit des Giants contre les Saints, il avait dit la défense des Giants, de toute façon, ils n'aiguisent pas vraiment leur couverture, donc what you see is what you get. Et il a défoncé, non, il n'a pas défoncé les Giants, mais il a montré qu'il se débrouillait très très bien contre la défense des Giants. Donc il a marqué un point. Et là, contre les Eagles, Shane Bowen a fait de la cover 1, de la cover 0. L'interception, c'est une cover 0 où en fait tous les DB sont en one-on-one et Hurts va sur la gauche sur Dodson alors que tu as Devonta Smith qui, je crois, est couvert par Adebo qui est en train d'avoir un très très mauvais match et il ne tente pas Devonta Smith. Mais tout ça, justement, le fait qu'il ait un peu masqué ses couvertures, ça a créé de la confusion chez Jalen Hurts, qui n'est pas un passeur absolument incroyable. La preuve est qu'il a complètement loupé Devonta Smith, qui était démarqué dans le troisième quart-temps et qui aurait pu marquer un très très big play, qui aurait pu changer la donne, parce que comme tu l'as dit, Bertie, tout à l'heure, pendant tout le match, on est tendu en se disant, mais en fait, à quel moment ça a foiré? Moi, j'ai commencé à me détendre à partir de l'interception de Cordell Flott. Donc voilà, c'est ce que j'ai envie de mettre au crédit de Shane Bowen, qui a écouté un peu ses joueurs. J'espère qu'on va continuer à le voir sur le reste de la saison, parce que pour moi, la plus grande force qu'on a dans cette escouade défensive, c'est notre pass rush. Et Brian Burns est vraiment le leader défensif.
Il fait d'ailleurs un stop sur une troisième tentative où en fait il part en couverture et il plaque Dallas Goedert, quelque chose quand même d'assez inattendu. Juste un petit bémol sur Dexter Lawrence qui, on sent qu'il est quand même en galère à son retour de blessure. Certes, il est double teamé, mais avant les double teams, il s'en défaisait. Et là, aujourd'hui, les double teams, il n'y arrive plus. Il faut qu'il soit en one-on-one pour s'en sortir. Mais voilà. Mais globalement, très bonne prestation défensive qui, en effet, comme vous le dites, a limité les Eagles à 17 points. Et leur seul TD, c'est une shovel pass à Dallas Goedert qui est parfaitement exécutée. Et le touche-push fait 4 fois d'affilée. Quelle honte ça. Putain, alors les mecs, là pour le coup, c'est ce que tu disais, Thiergo, ils auraient pu être plus malins quand même s'ils veulent continuer à utiliser le touche-push parce qu'à un moment donné, la NFL va dire bon, là, c'est plus possible en fait. Il y C'est a deux trucs en fait. prime time, jeudi soir, pendant que tout le monde regarde, 4 fois d'affilée, c'est pas très très malin quand même. Des false Et starts. surtout, en fait, c'est. Ouais, Ah oui, vas-y. en plus, vas-y, ouais. Ouais, des false starts où on voit très bien. Alors maintenant, on a des caméras partout, donc on peut plus. Et là, on voit bien les lignes, la caméra qui est comme ça, qui montre bien les deux lignes. Et à chaque fois, ils partent avant, et c'est jamais sifflé. Tu vois bien que le ballon n'a pas bougé et qu'il y a un mec qui est en train de ouais. commencer à bouger, le garde, alors que le ballon, il n'a pas bougé d'un poil. Et ça, c'est à un moment donné, il va falloir. Et les arbitres ne peuvent pas voir. Et les arbitres sont trop loin pour vraiment s'en rendre compte c'est parce sûr. que Il faut qu'ils trouvent autre vraiment chose. une Tu peux pas demi-seconde. te permettre parce que c'est pas possible. C'est un jeu qui te ramène un TD. Tu peux pas à un moment donné ne pas voir ça. Il faut trouver quelque Ouais. chose. S'ils veulent Mais en autoriser fait, ce jeu-là, qu'ils trouvent un moyen de le contrôler alors. C'est exactement. ça. Mais en Moi, fait, je pars mon pas du premier principe. commentaire, Pardon, excuse-moi. ouais, non, juste mon premier commentaire sur Twitter, c'était plus sur l'aspect purement esthétique. Alors, on Bien était sûr. plus d'accord pour dire que c'était pas un play qui était esthétique, mais là, quand tu le fais 4 fois d'affilée et que la NFL, elle vend un produit, elle vend du divertissement. Et là, quand elle voit qu'en fait, en fait, les gars, dès qu'ils vont se retrouver en short yardage, ce qui peut arriver C'est n'importe ce qui se où, passe. tu fais une première tentative à 7 yards, tu es à 3 yards du first down. Ah bah tiens, je vais faire 2 touches push et je vais avoir mon first down. Ouais. Tu vas voir ça 15 fois par match et la NFL ne veut pas de ça. Mm. Mais tu ajoutes à ça, en effet, le fait que les arbitres ne peuvent pas voir les false starts. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui risque de provoquer un changement de règle l'année prochaine, c'est de dire, en fait, on ne peut pas contrôler les false starts, donc on interdit cette action. Ouais, et moi je suis bien content que tous nos short yardage, on a réussi à les faire sur des QB sneak classiques sans que personne ne pousse derrière ou des courses de gros bourrins de Scatebo. On ne s'est pas abaissé à faire ça. Et effectivement, ça reste l'équipe qui maîtrise le mieux ce jeu-là. Mais je continue à penser qu'il faut trouver une adaptation et interdire de pousser par derrière. Enfin, c'est pas un maul. Hein. Bref, voilà. On est tous assez d'accord là-dessus. Et les faux départs, ça, c'est juste pas possible. C'est des règles qui, pour le coup, ne sont pas respectées aujourd'hui. J'aimerais bien qu'on voit. Est-ce que tu peux trouver, tu penses, Thiergo, les statistiques de points encaissés par notre défense? Parce que j'ai l'impression qu'on a quand même une défense qui, en termes de points encaissés, est pas mal. Hein. On tourne toujours autour des 20 points, à mon avis. Ça doit être plutôt bien placé. On n'est pas mauvais. On n'est pas mauvais. Et on l'a dit d'ailleurs sur plusieurs matchs qu'au final, la défense nous gardait quand même dans le match. Parce que on rappelle, contre les Commanders, on encaisse que 21 points. Contre les Chiefs, on encaisse que 22 points. Contre les Chargers, 18. Contre les Saints, 26. Contre les Eagles, 17. Le seul match où en fait on s'est vraiment chié dessus, c'est contre les Cowboys, où on prend 40 points, où tu as en fait un Dak Prescott qui est juste absolument incroyable. Mais nous aussi, on en met plein, donc c'était un match. Non, bon, les défenses étaient restées au vestiaire sur ce match. Donc, ouais. Vas-y, Bertrand. Disons que ça ne se retranscrit pas dans dans une appli que j'ai qui donne les classements au niveau des défenses. Nous, ça ne se retranscrit pas en termes de classement. On est toujours au 27e au niveau des points encaissés, 32e au niveau des yards, 32e au niveau des points encaissés au total, on est 27e de NFL. 144 points, ouais. Moi, j'ai 20e là, en défense. C'est peut-être ce match des Cowboys qui fait pencher le truc, parce que si on retire le match des Cowboys. Disons que ça ne se retranscrit pas par rapport à la mouvance, par rapport à ce qu'il y a à l'heure actuelle et la manière dont on joue. Faut pas se mentir, c'est très très négatif quand on regarde vraiment sur les applis de statistiques. Mais au final, nous on le voit bien sur les 2 derniers matchs, le nombre de points sur lesquels on limite les équipes. Bon, voilà, ça permet aussi de dire qu'il y a un bel avenir pour le moment en défense aussi.
Les Broncos que l'on va rencontrer cette semaine, ils jouent les Jets au Tottenham Hotspur Stadium, donc le stade de Tottenham à Londres, à 3h30 aujourd'hui. Bah tiens, c'est parce qu'on enregistre ça dimanche. Ils jouent contre les Jets qui sont en 0-5, qui sont malheureusement parmi les très mauvais bilans de la ligue. Mais les Broncos sont à 3-2. Ils seront a priori, suivant toute logique, à 4-2 quand on va les rencontrer. Alors on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri qu'ils perdent. Avec un Bonix qui est sur 8 TD, 4 interceptions dans la saison. C'est une équipe qui est quand même complète, j'ai l'impression, qui est bien coachée, on le sait. Ils ont battu les Eagles la semaine dernière, je crois, si je ne dis pas de bêtises. C'était eux qui leur ont mis leur défaite. C'est eux, oui, c'est eux. Donc c'est quand même une équipe solide, ça ne va pas être simple, mais voilà, comme on disait, tout est possible et on n'est pas à l'abri. Ce serait en tout cas une victoire contre les Broncos. Pour moi, ça pourrait lancer un comeback, une remontada de notre classement où on se dirait, OK, là vraiment, on est capable de faire quelque chose. Maintenant, c'est très difficile, on l'a dit tout au long de ce podcast. Il y a une instabilité quand même globale. On arrive à faire des bons résultats et ce résultat, il est inespéré et assez incroyable. Et j'espère que vraiment, il va pouvoir être un tournant dans notre saison. Mais on ne peut pas anticiper quoi que ce soit. Soit il est trop tôt dans la saison, soit cet historique fait qu'on a trop peur de s'engager sur quoi que ce soit. On verra après ce match contre les Broncos, sachant qu'on rencontre juste après les Eagles encore une fois. Par contre, les Eagles, s'ils perdent chez eux contre nous, alors là, ça va être catastrophe à Philadelphie. Je peux te dire que ça va gueuler si jamais on les bat. Bon, on n'est pas là du tout, c'est dans 2 semaines, mais ça sentirait pas bon et je pense qu'ils auraient du mal à le dire. Motivation pour nous. C'est clair. Ouais. C'est clair. Contre les Broncos, juste contre les Broncos, ça va être quand même un énorme challenge pour Dart et Scatebo. Hein. Ils sont 2e en défense en points encaissés, 5e en yards. Ils sont premiers en défense en TD encaissés. Et encore une fois, 5e en yards. Ils sont un peu plus faibles à la passe, mais quand même 8e défense contre la passe en yards et 2e défense contre la passe en TD. Ils sont en top 10 ils interceptent. Voilà, ils interceptent pas. Mais donc gros challenge défensif. L'attaque, c'est une attaque de milieu de tableau, mais je pense qu'elle est quand même mais ça suffit. supérieure par rapport à notre défense. Quand tu as une très bonne défense, c'est suffisant en fait. Donc, l'espoir que je vois, c'est que c'est une équipe, comme tu as dit, avec Sean Payton qui fait monter Bonix progressivement. Ils ont des bons receveurs, mais qui sont pas élites non plus. Au niveau du jeu de course, ça se partage entre R.J. Harvey et J.K. Dobbins. Donc globalement, ça perd un peu en snap et ça partage un peu trop entre guillemets. Donc voilà, moi je joue avec une très bonne défense, mais nous avec l'énergie que l'on a, je pense qu'il y a moyen quand même, malgré tout, de pouvoir aller chercher celui-là. Parce que je répète, je pense qu'on va marcher à l'énergie sur les gros matchs et face aux plus grosses équipes. Et ce qui m'a fait plaisir aussi au final, et je voudrais juste faire un aparté sur ce que tu as dit tout à l'heure, avec Humphrey et Theo Johnson, je pense qu'on devrait jouer en 12 personnel, avec un gros jeu de course avec Scatebo, Singletary et même Tracy qui vient. On joue en 12 personnel avec 2 tight ends. Et après, ça ouvre un peu plus le jeu sur les autres receveurs qui pourront être libres à un moment donné, parce que les défenses vont se concentrer. Et à partir de là, voilà, on pourra, je pense que si on fait cette tactique de jeu, on va pouvoir développer quelque chose cette saison. Et puis pour finir, moi je suis super heureux qu'on ait du positif sur notre équipe, que le maillot bleu, en fait, il retrouve une certaine valeur aussi dans la ligue, qu'on soit un peu plus respecté. Parce qu'il y en a le bol de passer pour les clowns de la ligue. Et ça, pour le coup, ça fait super plaisir. Et d'ailleurs, je trouve qu'on retrouve une culture maintenant, comme le fond d'écran de Thiago qu'il a là. On voit bien que c'est le run Taylor, c'est-à-dire une grosse défense, un jeu de course respecté. Et puis un quarterback qui fait quelque chose. À partir de là, on n'a jamais eu des receveurs, à partir de Beckham Jr. Mais ce que je veux dire, ça n'a jamais été le fer de lance qui te faisait gagner le receveur superstar. Ça n'a jamais été comme ça. Donc, on retrouve ça. Et puis, ça fait plaisir. Allons-y. Maintenant, il n'y a que du positif qui peut arriver. Enfin, c'est vrai qu'on revient un peu aux sources et ça va être compliqué de le signer, Kevin Thibodeau, mais j'espère qu'on va réussir à faire quelque chose parce qu'on ne peut pas le laisser partir à l'heure actuelle. Vu ce qu'il monte cette saison, va falloir trouver quelque chose. Mais on a beaucoup de gros contrats. On aura Abdul Carter. Alors pour l'instant, il va être rookie pendant quelques années, il va être sur son contrat rookie pendant quelques années. Mais c'est clair que si on pouvait avoir un trio de pass rushers comme on a actuellement, ça peut que monter en puissance. Donc on verra bien.
Merci messieurs pour ce podcast. On va se quitter là. Avec plaisir. On va espérer revenir avec un podcast de victoire la semaine prochaine face aux Broncos. Et puis, si c'est pas le cas, eh bien, on tirera les conclusions pour préparer ce match face aux Eagles dans 2 semaines. Merci, bonne journée, à très bientôt. Ciao.